Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Émission spéciale législative 2024, Thierry Borde avec vous et aujourd'hui en compagnie d'Alexis Joly. Bonjour Alexis Joly. Bonjour Thierry. Merci d'être là. Alors pour rappel, je l'ai dit tout à l'heure en vous annonçant, aujourd'hui on est sur la 6e circonscription de l'Isère, dont vous étiez jusqu'à il y a peu le député. Vous bien sûr représentez votre candidature avec en face de vous, pour rappeler un peu le paysage politique, donc Madame Sandra Bottin que vous aviez battue la dernière fois et qui était la députée avant vous, qui se présente pour la majorité présidentielle, Madame Pourtier, Annie Pourtier pour les Républicains, Madame Yaquine Dispigno pour le Nouveau Front Populaire, Denise Gomez pour Lutte Ouvrière et Monsieur Pierre Fabre pour le NPA révolutionnaire. Voilà, une circonscription que vous avez appris à connaître, à aimer, à travailler, à labourer, je dirais même, pendant ces quelques années, où on vous voit beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, j'aimerais, comme hier, nous recevions Marjolaine Milfer, donc l'ancienne députée de la 10e circonscription, même question, cette dissolution, personne n'attendait. En même temps, vous la souhaitiez. Oui, effectivement, pendant l'élection européenne, étant donné que le gouvernement et même le président de la République s'étaient vraiment engagés dans cette élection, jusqu'à proposer même un débat, le Premier ministre face à Jordan Bardella, et on avait parlé éventuellement aussi d'un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc il y avait cette volonté pour le gouvernement de sauver leur candidate Valérie Hayé, qui était un petit peu dans les choux, il faut bien le dire, même si on me demande mon avis, bien que ce ne soit pas le cas, elle était quelqu'un d'un autre niveau par rapport à celle d'avant, Nathalie Loiseau, et elle était assez courageuse finalement d'avoir été candidat à la place de tous ceux qui ont refusé, notamment des ministres qui ont refusé d'être candidats à cette élection européenne. Et donc évidemment que à partir du moment où le gouvernement s'implique autant dans une élection, il fallait, compte tenu des résultats électoraux que nous avons obtenus, nous avons plus que doublé le score de la majorité, et bien tirer les conclusions de cette débâcle électorale. Et donc nous réclamions, Marine Le Pen la première, réclamait une dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue des résultats de l'élection européenne. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, personne ne le pensait. Tout le monde disait, les commentateurs, les journalistes disaient qu'une dissolution n'était pas possible. Et en réalité, c'est ce qui a été fait. Donc Marine Le Pen, elle, il y a cru. Et nous, on a été surpris. Voilà. Vous avez été surpris quand même, sûr, comme tout le monde. Bien sûr, oui, on a été extrêmement surpris. Mais la chance que nous avons, c'est que nous sommes un parti professionnel et qu'on arrive assez facilement à se remettre dans la bataille. Et justement, vu l'élan, vu la dynamique que vous avez, vous comprenez ce pari du président de la République ? C'est assez étrange. Je pense que il a décidé tout simplement peut-être que de vous donner une majorité absolue à quelqu'un d'autre. Voilà. Et il a préparé les 3 dernières années qui lui restent à l'Élysée. Il est peut-être prêt à une cohabitation et ça tombe bien parce que nous aussi. Y aurait-il un piège ? Probablement, peut-être. En tout cas, il faut quand même saisir cette opportunité qui nous est donnée par les électeurs que de diriger le pays, même si peut-être il y a probablement, sans doute, un piège. Je pense qu'il imagine, il projette une défaite durant les 3 années d'exercice qu'il nous reste, mais peut-être que, j'en suis sûr, que nous allons réussir à relever le pari et à redresser le pays avec les prérogatives que nous avons, puisque nous ne sommes pas vraiment à la tête du pays, puisque Emmanuel Macron reste président de la République, donc il n'est pas possible pour nous de convoquer des référendums, de modifier la Constitution, mais nous avons quand même la possibilité d'utiliser certains outils pour améliorer le pouvoir d'achat, pour rétablir la sécurité ou pour encore lutter contre l'immigration. Et ce sera... Enfin, l'équation finalement, c'est dans la relativité de la majorité que vous aurez ou non ? Oui, parce que effectivement, si nous n'obtenons pas, c'est dur à dire, de majorité absolue, eh bien, nous serons dans l'incapacité de gouverner le pays, parce que nous l'avons vu, Emmanuel Macron et sa majorité relative à l'Assemblée nationale n'ont pas réussi durant les 2 dernières années à faire vivre la démocratie correctement. Ils ont utilisé de nombreuses fois le 49.3, ils ont été sous le coup de nombreuses motions de censure qui, pour le coup, n'ont pas été votées, mais elles auraient pu l'être. Hein. Si les LR avaient été courageux, ils ont refusé 23 fois de voter les motions de censure. Et donc,
effectivement, cette majorité absolue est nécessaire pour nous, et donc nous avons besoin aujourd'hui que tous les Français qui se considèrent comme des patriotes, qui se considèrent de droite ou comme de gauche d'ailleurs, mais qui sont favorables à cette union de gouvernement national, eh bien de voter pour le Rassemblement national et pour les candidats aussi LR qui nous ont rejoints parce que nous avons réussi à créer cette alliance. Eh bien il faut que les électeurs votent pour nous tout de suite au premier tour le 30 juin pour que nous ayons une énorme dynamique qui nous conduise ensuite le 7 juillet à pouvoir obtenir cette majorité absolue et gouverner le pays et donc le réformer. Cette alliance avec les Républicains ne vous profite pas dans la 6e circonscription parce que vous avez une candidate en face de vous? Oui, enfin, vous savez, les LR que je rencontre et que je connais dans la circonscription, c'est plutôt le centre mou des LR. C'est pas du tout les LR, les électeurs LR que je rencontre et qui me soutiennent pour le coup. Il y a une vraie différence en réalité entre les notables LR. C'est vrai que Madame Pourtier est là depuis très longtemps et il y a une différence avec les électeurs LR. La base militante aussi. Bien sûr, qui eux sont favorables à une alliance et je pense. Et je travaille pour cela, à les convaincre de voter pour moi dès le premier tour. Et c'est vrai que ça fait... c'est plus engageant que de voter pour un candidat Rassemblement National pour qui la victoire est à portée de main que pour des candidats qui ne sont pas sûrs de passer les 5%. Alors on le disait tout à l'heure, vous êtes extrêmement présent sur cette 6e circonscription depuis votre élection. Vous êtes confiant ? Oui, je suis confiant, mais je suis serein, mais une élection n'est jamais faite à l'avance. Je pense que nous allons faire un très bon score. Pour être tout à fait honnête, je vise la victoire au premier tour. C'est un petit peu le challenge qu'on se donne, parce que nous avons fait un super score aux européennes et que nous n'avons pas de liste reconquête face à nous, et je pense pouvoir bénéficier d'un report de voix de la droite, des classiques, des LR. Maintenant, il faut que les électeurs se déplacent pour aller voter. Parce que on l'a vu aux élections européennes et d'ailleurs aux élections législatives en 2022, lorsque les électeurs se déplacent, et bien à ce moment-là, les abstentionnistes généralement ce sont les électeurs du Rassemblement national. Donc quand ils vont se déplacer dans les urnes, et bien ils nous garantissent la victoire. Donc là, il annonce à peu près 65 voire 70% de participation. Je pense que la participation nous sera favorable. Je pense qu'elle le sera aussi pour l'électorat du nouveau Front populaire. Mais l'élection n'est pas jouée, donc il faut que nos électeurs qui se sont déplacés pour voter pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella ou pour moi en 2022 retournent voter et qu'on remporte cette victoire, qu'on arrache cette victoire dès le premier tour. Ce sera un signal extrêmement fort d'implantation, de réussite et du Rassemblement national sur le nord de l'Isère en tout cas. Alors si on analyse un petit peu les résultats en local, par contre ce local peut se reproduire un petit peu partout en France, mais on voit, alors non seulement il y a une poussée du Rassemblement national dans les villes, mais c'est totalement écrasant dans les zones rurales. Oui. Et alors, à Couleurs, on couvre un territoire, effectivement, il y a Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, et en même temps, il y a toutes ces zones rurales autour. La 6e circonscription est extrêmement rurale. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous donnez des réponses? Est-ce que vous donnez une présence, une existence, peut-être, à des zones que, finalement, dont plus personne ne se préoccupe par ailleurs? C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des scores... Au premier tour, ce sont des scores que nous faisions au second tour il y a 5 ans ou 6 ans. On fait des scores à Bourgoin-Jallieu, je crois qu'on a fait 36-37% à Bourgoin-Jallieu, c'est colossal. Et effectivement, des communes comme la commune d'Agny-Pourtier, pour ne citer qu'elle par exemple, le Bouchage, où nous avons réalisé 58,5%. Près de 60%. C'est colossal évidemment. Et quelque part entre 47 et 65% à peu près dans toutes les communes rurales qui nous entourent. Voilà, c'est ça, d'où plus de 10 communes à plus de 50%, et puis même les autres communes, si on est à 45, entre 45 et 50, ça reste énorme pour un premier tour. Je pense que d'abord nos électeurs aujourd'hui ont vraiment envie de nous essayer. Ils nous le disent, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment ce désir aujourd'hui que de nous mettre au pouvoir, nous mettre aux responsabilités et de tenter de redresser la France. Je crois qu'aujourd'hui on a réussi ce travail de dédiabolisation. Certains l'utilisent encore avec peu de succès, il faut bien le dire. Et puis j'espère aussi que le travail
que nous menons, les députés à l'Assemblée nationale aussi portent ses fruits. Il est important. Nous avons démontré notre sérieux. Nous avons déposé, tous les députés avons déposé un certain nombre de propositions de loi de bon sens. Moi, j'en ai déposé 4 ou 5, je crois, en 2 ans, et notamment sur la thématique du pouvoir d'achat, parce que je connais les habitants de la circonscription et je sais qu'ils ont besoin aujourd'hui qu'on leur donne les aides, qu'on leur donne un coup de main en réalité à chaque mois pour qu'ils vivent mieux. Donc j'ai fait des propositions de loi dans ce sens-là. Et puis parce qu'on est présent sur le terrain, nous sommes identifiés. C'est vrai que lorsque j'ai été élu ici, je n'étais pas issu finalement de cette circonscription, mais j'ai démontré très très vite que j'étais quelqu'un de terrain et surtout que je me mettais à la place des gens, je leur ressemble. Je rapporte beaucoup d'attention. Et je les mets en avant, en valeur, et je leur tire mon chapeau aussi parfois. Je trouve que ce sont des gens très courageux, les gens qui vivent dans les campagnes, qui sont éloignés de tout. Eh bien, ils ne disposent pas de services publics comme à Bourgoin-Jallieu par exemple, ou ailleurs, hein. Ils ne disposent pas de transport public, ils ne disposent pas de clubs, ils ne disposent pas de gymnase, etc. Et pourtant, les familles élèvent leurs gamins comme ça. Il n'y a personne pour brûler des voitures ou pour insulter la police. Et ça, pourtant pour des gens qui gagnent peu d'argent, qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de médecin, eh bien je pense avoir réussi à comprendre ces gens-là et ils me font confiance, je pense, et c'est pour ça que j'imagine qu'on a aussi des scores comme nous avons réalisé cette fois-ci, mais bien évidemment aussi que la vague nationale est importante. Rien n'aurait été possible sans la poussée évidente de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, il faut bien le dire. Oui, c'est tout à fait clair. Par contre, effectivement, ce que vous disiez est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des réponses à donner à ces territoires ruraux et peut-être des réponses urgentes que peut-être vous sentez, pressentez, ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que vous proposez? Parce que ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. C'est ça la réalité des campagnes, si on n'a pas de médecin, on n'a plus de service public, il faut se déplacer et la voiture devient compliquée. C'est extrêmement compliqué et parfois avec des personnes qui sont à la retraite avec très 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 peu d'argent. La réalité n'est pas toujours rose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Eh bien, il faut leur donner du pouvoir d'achat tout de suite. Si Jordan Bardella est élu Premier ministre, eh bien, nous allons pouvoir tout de suite engager une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies, donc sur le gaz, sur l'électricité, sur le carburant. Bien sûr, nous annulerons la hausse de 11% du gaz qui est prévue le 1er juillet, et surtout, nous allons pouvoir aussi rendre 30 à 40% sur la facture d'électricité immédiatement aux Français. Parce que nous allons, dans un premier temps, proposer des mesures urgentes, donc comme celle-ci, donc pour celle du pouvoir d'achat, et puis dans un second temps, à partir de cet automne, des mesures plus de fond en réalité, notamment la réforme des retraites, et des questions beaucoup plus qui prennent plus de temps. En fait, nous allons établir un calendrier des priorités, et donc dès les 2 premiers mois, il y aura des priorités tout de suite immédiates, avec des effets immédiats pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, comme je viens de vous l'expliquer. Mais on parle sur la thématique, par exemple, de la délinquance, nous allons supprimer les aides sociales aux délinquants récidivistes, et nous allons, dans le domaine de l'immigration, supprimer le droit du sang. Voilà. Ça, ce sont ce que nous pouvons faire tout de suite, immédiatement. Ce sont des mesures urgentes. Mais la première mesure, ce sera évidemment de sortir de demander une dérogation en réalité à la Commission européenne pour sortir du marché européen du prix de l'électricité, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait le Portugal. Et donc ça permettra tout de suite de rendre 30 à 40% sur la facture électrique. L'énergie, la préférence nationale, mais ça ne va pas forcément ramener des médecins ou des services publics. Alors ça va arriver dans un second temps, effectivement. Je crois que nous devons aujourd'hui travailler en sorte qu'il y ait des médecins qui viennent s'implanter dans les communes rurales. Alors tout le monde le dit, c'est vrai, mais le numerus clausus aujourd'hui, il va mettre un petit peu de temps pour pouvoir former des médecins. Mais nous, ce que nous voulons également, c'est permettre à tous les médecins qui sont retraités, de leur permettre de retravailler de nouveau et d'être exonérés d'impôts sur le revenu pour les inciter à reprendre du travail dans les zones où il n'y a pas de médecins pour combler tous ces déserts médicaux. Voilà, alors vous avez parlé de droit du sol, droit du sang, peut-être que ça demande à être expliqué pour pas mal d'auditeurs. Qu'est-ce que, donc là ça résonne sur ce que vous appelez aussi la préférence nationale, qu'est-ce que ça nous apporte clairement? Alors c'est un signal
assez clair contre l'immigration, contre le phénomène de l'immigration. Aujourd'hui, le droit du sol, il consiste en réalité, et on le voit notamment à Mayotte, mais c'est le cas aussi en France métropolitaine, mais c'est surtout vrai à Mayotte, des personnes qui viennent accoucher en France, et de fait, par automaticité plutôt, l'enfant, lorsqu'il naît en France, il est français parce que le droit du sol existe. Et nous, ce que nous voulons, c'est supprimer ce droit du sol, comme le font d'ailleurs toutes les grandes démocraties dans le monde, y compris dans l'Union européenne. Et donc supprimer ce droit du sol et imposer le droit du sang, où là, ça nécessiterait d'avoir au moins un parent sur les deux qui soit français pour obtenir la nationalité française, tout simplement. Alors, c'est pas du racisme. Non, c'est comme de nombreux pays le font. Exactement, c'est ce que font, par exemple, l'Allemagne, c'est ce que fait les États-Unis, c'est ce que font le Canada, et puis tous les pays du Maghreb, pour ne citer que, par exemple. C'est une mesure de bon sens, et surtout c'est une proposition qui est attendue par les Français. Je crois que 70% des Français demandent... alors peut-être un peu moins, c'est 63% des Français qui réclament effectivement la suppression du droit du sol. Alors justement, ça résonne aussi là-dessus, c'est-à-dire que l'ensemble de la classe politique, à part vous, à part vous et quelques-uns de vos alliés, aiment vous décrire comme des extrémistes de droite. Comment convaincre l'ensemble de la population que vous êtes justement dans un cadre démocratique et que vous comptez exercer dans un cadre démocratique? Alors je pense que c'est plutôt les gens qui nous qualifient d'extrême droite, ce serait plutôt à eux d'essayer de convaincre les Français que nous sommes d'extrême droite, parce que je crois qu'aujourd'hui les Français savent très bien que nous ne sommes pas d'extrême droite, et c'est un terme qui est usé et qui veut malheureusement plus rien dire, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs de dénaturer certains mots, parce que il existe aujourd'hui en France des extrêmes des gens qui contestent le résultat des élections, qui contestent qu'un parti arrivé en tête d'une élection européenne puisse aspirer à gouverner le pays. Ça, je parle des candidats et du nouveau Front populaire, par exemple. Voilà, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes des gens qui avons du bon sens. Oui, encore une fois, c'est un terme qui est vraiment usé, et que les Français... je crois que même que quand on nous qualifie d'extrême droite, tout le monde s'en fiche en réalité. Ça a perdu de sa valeur. Voilà, c'est pour ça qu'il est important d'expliquer aussi les termes, parce que sinon on se perd. Oui, parce que nous n'avons jamais d'ailleurs, notre programme ne se base ni sur la race, ni sur la couleur de peau, ni sur une religion, ni sur une orientation sexuelle. Moi, je me défie de trouver quelqu'un qui nous prouve le contraire. Nous n'avons jamais contesté une élection, nous avons toujours participé aux élections, nous sommes totalement dans ce système démocratique. Nous avons un président de groupe à l'Assemblée nationale, nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions, nous aspirons à respecter la Ve République, les institutions républicaines. D'ailleurs, c'est ce que nous ont confié un petit peu toutes les personnes qui nous ont rencontrés et qui travaillent à l'Assemblée nationale. Lorsque nous sommes arrivés, c'était presque un petit vent de fraîcheur d'ailleurs de nous rencontrer. Voilà, et puis par ailleurs, vous avez fait aussi ce tournant il y a quelques années d'être pro-européen, et l'Europe de toute façon vous demande de respecter tout ça, donc la question ne se pose même pas finalement. Moi, pour le coup, pour parler un petit peu de moi, j'ai vécu 11 ans en Allemagne, j'ai été à l'école franco-allemande, je suis arrivé en France, j'avais 6 ans, donc j'ai vécu les premières années de ma vie en Allemagne, donc je sais quelle est l'importance aujourd'hui d'abord de l'amitié franco-allemande, mais de l'Union européenne. Donc pas de l'Union européenne, de l'Europe. Donc moi je suis très attaché effectivement à l'Europe, à la civilisation européenne, à nos modes de vie, à nos traditions que nous partageons tous en commun, mais je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement tel qu'elle est aujourd'hui de l'Union européenne. Mais l'avantage que nous avons désormais, c'est que nous avons beaucoup d'alliés à travers l'Union européenne, à travers les peuples européens. Nous avons envoyé beaucoup de députés européens à cette élection européenne, et qu'aujourd'hui nous allons pouvoir peser énormément. Alors pour le moment, les groupes n'ont pas été constitués au Parlement européen, mais probablement que nous allons pouvoir former un très grand groupe de droite en réalité, qui va de l'aile droite du PPE à Giorgia Meloni et nous, pour pouvoir constituer le deuxième groupe politique et avoir pesé véritablement sur les décisions qui sont prises par l'Union européenne et qui ont des conséquences évidemment directes pour les Français et dans nos territoires.
Très bien. Alors, je vous l'avais dit un petit peu avant de commencer, 20 minutes, ça passe super vite. Il nous reste 2 minutes 20. Mais j'ai juste envie de vous lancer pour ces dernières minutes. Après, vous êtes libre de répondre comme vous voulez. Ce sera votre conclusion. Mais vous avez utilisé 2 fois le terme bon sens. Et justement, je me disais, mais est-ce que finalement, les électeurs du Rassemblement national, c'est pas ça qu'ils cherchent par rapport à toute cette complexité, à toute cette technocratie aussi, quelque part, de retrouver des gens qui leur parlent de bon sens? Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, nous avons une vision très pragmatique, nous n'avons aucune idéologie, contrairement à beaucoup de nos adversaires. Et surtout, on écoute les gens, on n'invente rien. Moi, lorsque je suis sur mon territoire, j'écoute les revendications, par exemple, des agriculteurs qui, eux, pour le coup, sont surchargés de normes et demandent le bon sens paysan qui soit appliqué. Et c'est ce que nous reproduisons en réalité sur tous les budgets, par exemple, que nous allons traiter en matière de défense, de culture, d'éducation nationale, de justice, du bon sens en réalité. C'est le bon sens qui fait aujourd'hui que probablement nous sommes un peu plus crédibles que les autres. Oui. Voilà, il reste une petite minute. Quel message vous aimeriez passer pour conclure? Eh bien, c'est un message de mobilisation en réalité. Nous avons réalisé 43,5% des voix au premier tour d'élection départementale européenne. Nous n'avons pas de concurrent de reconquête. Nos voix forment quasiment 50% des voix. Il faut absolument que les électeurs se mobilisent pour qu'on puisse gagner cette élection dès le premier tour, parce que nous allons pouvoir enfin, nous sommes à 2 doigts de pouvoir gouverner le pays. Il y a quelques semaines, c'était inimaginable pour nous de penser ça, d'imaginer cela, et aujourd'hui je pense que la possibilité que nous dirigeons le pays forme une dynamique assez incroyable et un espoir très important. Moi je le constate tous les jours, des gens qui attendent que ça, et vraiment je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous témoignent de toute leur affection à travers ces derniers jours de campagne, parce que vraiment, et ça nous met aussi un petit peu, si vous voulez, une petite pression supplémentaire, parce que lorsqu'on sera au pouvoir, on sait qu'on n'aura pas le droit de décevoir les personnes, donc ça nous met un petit peu la pression, mais je suis convaincu que nous arriverons à redresser le pays, parce que nous allons mettre en place cette politique de bon sens, et parce qu'on aura surtout le soutien du peuple, et ça c'est le plus important. Et alors justement, pour rencontrer le peuple, avant de terminer, vous avez des rendez-vous à donner pour la prochaine semaine? Vous allez être sûrement sur le terrain un peu partout? Bien sûr, un meeting sur les marchés. Non, il n'y aura pas de meeting, pas de réunion publique, mais nous serons sur les marchés, nous serons en porte-à-porte, nous allons organiser des opérations que je garde encore secrètes, parce que j'avoue que mes concurrents ont tendance à me recopier. Mais en tout cas, voilà, bien sûr que nous sommes à la rencontre des gens. Moi, mon emploi du temps n'a pas vraiment changé en réalité. Très bien, écoutez, Alexis Joly, merci beaucoup d'être venu nous voir, d'être venu vous expliquer auprès de tous nos auditeurs. À très bientôt. Merci, avec plaisir. Et nous nous retrouverons dès lundi en direct à Radio Couleur. Lundi, nous recevrons votre collègue de la 10e circonscription, Thierry Pérez, et ainsi que Joël Richol pour le nouveau Front Populaire, aussi sur la 10e circonscription. Donc rendez-vous lundi, 16h, comme tous les jours de cette semaine qui va suivre, en attendant le 27 où tout le monde, bien sûr, ira voter. Le 30, merci Alexis Joly, le 30 où tout le monde ira voter. À très bientôt sur Radio Couleur, la suite en musique. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.